Bonjour à tous, merci de regarder François. Aujourd'hui, nous sommes, émission exceptionnelle, nous sommes à Bruxelles, au Parlement européen, et je suis en compagnie de deux députés européens, avec Virginie Joron, bonjour. Bonjour. Et Francesca Donato d'Italie. Bonjour. Nous allons discuter aujourd'hui, puisque elles ne sont pas les seules, mais il y a plusieurs députés européens qui s'élèvent aujourd'hui sur la question des politiques liées à la crise sanitaire. Nous allons pouvoir approfondir comment elles en sont venues à avoir ce discours-là et quel discours d'ailleurs. Qu'est-ce que vous souhaitez dire aux gens et sur quel combat menez-vous aujourd'hui? Virginie Joron. Oui, bonjour et merci d'être là et de me poser ces questions. Moi, je reviens un petit peu au calendrier, en fait, pourquoi je suis là et pourquoi maintenant je prends à corps ce dossier, parce que le 12 juillet, moi, je me souviens du discours de Macron qui nous a imposé du jour au lendemain un pass sanitaire. Et nous avions eu ce dossier aux votations et nous étions positionnés contre. Et c'est parti de là, en fait. C'est-à-dire que nous avions pris cette décision, nous avions voté contre le pass sanitaire, le certificat vert en Europe, et puis tout s'est découlé à partir de cette décision. La mise en place d'un pass sanitaire qui se révèle être un pass sanitaire de vaccination obligatoire, on le voit encore aujourd'hui. Donc à partir de ce moment-là, j'ai regardé les contrats que la Commission avait négociés. Et là, on se rend compte que dans ces contrats, la moitié du contrat de Pfizer est grisé, donc on ne sait pas quels sont les prix d'achat, on ne sait pas quelles sont les garanties, on ne sait pas les responsabilités. Et c'est à partir de cela que j'ai commencé à ouvrir le dossier. Un dossier qui manque de transparence, un dossier qui pose question. Donc du coup, et en fait, je me suis rendu compte que je ne suis pas isolée. En étant intervenue. En tant que député européen, vous avez essayé de demander des réponses, justement? Alors, j'ai posé plein de questions à la Commission, des questions écrites. Nous avons cette opportunité, en tant que député, de poser des questions écrites. Donc, vous verrez sur mon activité parlementaire, donc des questions autour du Spoutnik, est-ce qu'elle a l'autorisation, des questions autour des contrats qu'ils ont négociés, de son accès, parce qu'encore aujourd'hui, nous n'avons pas accès à l'intégralité des contrats. Moi, j'ai reçu il y a 2 jours sur mes réseaux sociaux, grâce à je les remercie, des gens qui ont trouvé des contrats sur des sites alternatifs, du contrat intégral. Alors que moi, député européen, nous n'avons pas accès à ces contrats. Je trouve ça assez fou que nous puissions pas avoir accès à ces contrats, parce que c'est la base finalement. La Commission a acheté des vaccins, on ne sait pas combien. Là, il y a quelques jours, Madame van der Leyen est allée à Washington remettre le prix du meilleur businessman à qui? La présidente de la Commission européenne. La présidente de la Commission européenne a donc remis un prix au meilleur businessman, pas celui de la meilleure recherche scientifique ou de l'innovation, au PDG de Pfizer. Donc ça pose question. Aujourd'hui, il faut rassurer les gens. Il faut que les gens sachent qu'est-ce que nous faisons, nous, ici, puisque tout part d'ici, tout part du Parlement, que ça soit le pass sanitaire comme l'achat des vaccins. Nous avons donc cette responsabilité. Donc moi, en tant que députée, j'ai cette chance de pouvoir poser ces questions. C'est pour ça aussi que j'ai aussi déposé cette résolution, une résolution qui apparemment est très contestée, mais pas sur le fond, en fait, sur la forme. Et ça, je trouve ça encore plus grave que le reste. Je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais en tout cas, cette résolution, qui est une résolution où je demande la création d'un fonds européen d'indemnisation des victimes des vaccins contre la Covid. Alors ça, je ne l'ai pas sorti toute seule. C'est-à-dire que ça, c'est issu du fait qu'il y ait des rapports, et là aussi, c'est un rapport officiel, une enquête de pharmacovigilance du vaccin Pfizer, rapport numéro 18, période du 2 juillet 2021 au 26 août 2021, où sont reportés tous les effets secondaires. Donc ça vient pas de moi. Donc il y a bien effectivement des problèmes, et j'en note beaucoup quand même. Alors on balaye ça d'un revers de la main, mais moi je suis désolée quand je vois caractéristiques générales des cas concernant des sujets de 12 à 18 ans, donc des enfants, cas graves, il y a 208 cas graves. Donc moi ça m'interpelle, parce que effectivement j'ai cette notion de responsabilité. Dans mon ancien métier, je travaillais pour une grande compagnie d'assurance où je rédigeais des contrats. Donc pour moi, la notion de contrat, de responsabilité, de garantie est très importante. Parce qu'aussi, en tant que parent, quand on donne l'accès ou quand on autorise son enfant à se faire vacciner, eh bien, on voudrait savoir déjà s'il y a des effets secondaires, déjà qu'on nous alerte, qu'il y ait peut-être la possibilité d'avoir des effets secondaires, et après, comment on fait? Qui va gérer ça? Et aujourd'hui,
il y a cette résolution. Cette résolution, pour la petite histoire, donc je l'ai déposée. Et effectivement, beaucoup d'internautes l'ont vue. Et encore une fois, parce que on voit bien que beaucoup de personnes aujourd'hui s'intéressent à la question, se posent des questions. Et ces questions qu'ils se posent, je suis sûre qu'ils sont contents de voir que certains députés les posent. Et concernant ce sujet, j'ai été attaquée pour fake news, etc. J'en passe. Je suis désolée, cette proposition de résolution émane bien d'un député. Mon mandat est officiel, donc j'ai ce droit-là. Effectivement, ça ne vient pas du Parlement, mais maintenant, cette résolution doit être débattue en commission. Et là aussi, c'est un autre sujet. Les commissions, aujourd'hui, ne vont pas débattre de ce sujet. Et je le sais parce que des bruits de couloir traînent. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette effervescence autour de ce sujet, parce qu'aujourd'hui, le secrétariat des commissions qui devraient regarder ce sujet ne sont pas au courant, en fait. Ils disent qu'ils ne l'ont pas reçu. Les députés qui sont dans ces commissions, pareil, ils ne veulent pas ouvrir le dossier. Donc, on revient encore une fois sur ce manque de transparence que j'ai donc, qui a été le déclencheur de mon action. Et juste avant de donner la parole à Madame Donato, par rapport aux contrats, vous parlez beaucoup de ces contrats-là. Nous, on a eu plusieurs experts qui ont passé leur vie à rédiger notamment des contrats aussi pour l'armée et qui se disent, comme vous, choqués par ça. C'est quelque chose dont on parle très peu finalement en société, des contrats. Quand on parle du Covid, je sais pas en Italie, mais en France, on parle très peu des contrats. Vous êtes juriste à la base, vous avez une formation en droit. Est-ce que vous pouvez juste expliquer aux gens qui, ou même à nous qui ne vivons pas dans cet esprit de contrat au quotidien, l'importance de ces contrats et les incohérences là? Bien sûr. Donc déjà, la première chose, on se rend compte que finalement, la Commission a décidé sans appel d'offres de l'achat de ces vaccins. Déjà, c'est la première entorse. D'habitude, quand ce sont des autorités publiques, on passe par voie d'appel public, marché d'offres. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des règles bien établies et ensuite, il y a concurrence entre ces fournisseurs. Déjà, ça, c'est la première entorse. Ensuite, sur les clauses. Alors, effectivement, c'est très juridique, mais on le sait très bien, quand on achète quelque chose, il y a des clauses, et la première clause, c'est ça le plus important, parce qu'en fait, nous avons fait appel aussi à un cabinet juridique, et pour eux, cet avis juridique, c'est que ces clauses sont nulles. Alors, il y a 3 points très importants, et je vais vous les donner. Pourquoi elles sont nulles? Parce que, les fabricants ne garantissent pas un minimum d'efficacité des vaccins vendus. Donc, dans le contrat, il y a déjà cette clause qui ne figure pas. C'est-à-dire qu'on achète quelque chose et finalement, on ne sait pas si c'est efficace. Donc ça, c'est déjà le premier point noir. Le second... Donc là, vous revenez sur la notion d'expérimentation du vaccin. De facto. D'accord. De facto. Puisque... Donc on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui viennent de la société civile ou tout ça, qui nous disent, en France, ça, je ne sais pas comment c'est en Italie, mais on vient de nous dire, dès qu'on commence à dire, on essaie de créer du dialogue, on essaie de parler, on dit, bah oui, donc c'est la base, c'est que c'est quelque chose d'expérimental, phase 3 de test, et on leur dit à ces gens, bah non, tu n'es pas expert, c'est une fake news. Vous dites, c'est pas une fake news. Hein. Alors, moi, je le dis pas comme ça, parce qu'effectivement, je suis juriste, donc je regarde ce qu'il y a dans le contrat. Ce qu'il y a dans le contrat, c'est que, normalement, dans un contrat, en bonne et due forme, il devrait y avoir, et ça c'est donc, je peux vous transmettre toutes les données, que les fabricants ne garantissent pas un minimum d'efficacité. Donc ça veut dire qu'effectivement, s'ils ne garantissent pas, c'est pour moi qui est la base du contrat, ça veut dire que le vaccin, effectivement, à contrario, n'est pas efficace. Donc on achète quelque chose finalement qui est potentiellement n'existe pas. Donc ça c'est un premier point. Le second, parce que les fabricants n'assument aucune responsabilité en cas de dommages causés par les vaccins vendus. Donc, ils ne garantissent pas un minimum d'efficacité. 2, ils n'assument aucune réelle responsabilité en cas de dommages causés par les vaccins vendus. C'est bon, ils sont quand même bons les contrats, ils sont vraiment en leur faveur. Et 3, parce que ce sont les États membres, donc les contribuables, qui sont les acheteurs des vaccins, qui doivent finalement assumer toute la responsabilité et les conséquences en termes de dommages ou d'inefficacité. Donc voilà un petit peu ce que la Commission a négocié. Donc, et ça, c'est un avis juridique d'experts, parce qu'en plus, ces contrats sont soumis au droit belge. Donc ça, ça c'est aussi important à souligner. Donc,
en gros, on se dit que pour la confiance du public, pour nous, il est essentiel que les fabricants assument leurs responsabilités et garantissent surtout l'efficacité et la sécurité des vaccins, ce qui n'est pas le cas inscrit dans les contrats. Donc pour moi, c'est pour ça que je reviens même après tout ce temps-là, après les contrats, parce que pour moi, c'est la base. Et surtout quand on sait, et je reviens encore sur cet événement qui pour moi, j'ai cru que c'était une fake news du Gorafi quand j'ai vu que Madame van der Leyen allait à Washington remettre le prix du meilleur businessman, parce que même lui, un an à l'avance, sait qu'il va y avoir 4 milliards de doses pour lutter contre la Covid. Donc je me dis, finalement, pour savoir un petit peu ce qui va se passer demain au Parlement, il faut qu'on écoute le PDG de Pfizer, parce qu'apparemment, il sait on aura encore des problèmes liés à la pandémie l'année prochaine, puisque déjà, ils sont en train de travailler pour 4 milliards de doses à venir. Bien sûr. C'est intéressant. On reviendra sur cet épisode-là et sur les contrats juste avant. Donc, madame, pardon, on a pris 10 minutes pour l'instant. C'était important de comprendre. Est-ce que vous, en Italie, vous battez également contre ces contrats, ou est-ce que c'est plus large ou sur d'autres sujets? En Italie, il y a presque le même problème qu'on voit en France. La situation sociale, sanitaire, économique est très, très grave. Il y a beaucoup de préoccupations parmi les gens, parmi les médecins, parmi les juristes. Mais selon moi, il y a des questions qui n'ont jamais eu aucune réponse. On a posé des questions précises à la Commission auxquelles elle n'a jamais répondu avec clarité et complètement. Il y a, comme ma collègue a bien dit, un absolu manque de transparence. D'abord sur les contrats, pour les raisons qu'elle a très bien expliquées, mais aussi sur la composition des vaccins. D'accord. Parce qu'il faut rappeler que la composition des vaccins qu'on connaît est celle déclarée par les producteurs. Et jusqu'à aujourd'hui, personne, aucun laboratoire, aucune entité, aucune agence officielle a eu la possibilité d'examiner le contenu des flacons. Et cela est drôle. Cela n'est pas normal, selon moi, au moment où la responsabilité pour les effets secondaires est totalement en charge aux citoyens, aux États et à aucune autre personne, parce que rappelons qu'en Italie, par exemple, mais je pense aussi en France, les médecins vaccinateurs sont totalement exemptés de responsabilités pour les effets secondaires qui arrivent des vaccins. Et ils sont les seuls sujets qui ont l'autorité pour donner l'exemption aux personnes pour lesquelles les vaccins sont contre-indiqués suivant les indications des mêmes producteurs. Alors, il y a une situation où les personnes qui, selon leurs médecins spécialistes, ne devraient pas être vaccinées parce qu'ils vont face des risques trop hauts, sont quand même vaccinées forcément parce que personne leur donne l'exemption. Parce que les seuls sujets sont les vaccinateurs et ils ont reçu l'instruction de ne pas donner l'exemption à personne. La responsabilité pour les dommages provenant des vaccins qui sont documentés, parce qu'en Italie, il y a au moins 2 sujets qui sont morts après les vaccins, qui ont reçu par le tribunal la déclaration de lien causal entre le vaccin et la mort. Bien, après ça, le gouvernement a introduit l'immunité pénale pour tous les sujets vaccinateurs. Alors, il n'y a pas de responsabilité des médecins vaccinateurs, il n'y a pas de responsabilité des producteurs, il y a seulement une responsabilité de l'État qui est toutefois très difficile à obtenir comme garantie parce que les moyens pour démontrer les liens causaux est très, très difficile. Ce problème-là, les gens devraient se poser des questions par rapport à cette irresponsabilité. C'est cela que vous pensez? Mais encore, il n'y a pas la possibilité d'effectuer un contrôle de qualité
sur les doses qui sont injectées aux citoyens. Et cela aussi est drôle parce que il pourrait arriver qu'il y ait des contaminations, que les doses ne sont pas préparées dans une manière correcte. Et cela pourrait causer une responsabilité quand même des vaccinateurs. Parce que si le vaccinateur a des responsabilités dans la préparation des doses, dans la administration des doses aux sujets qui ne sont pas, pour lesquels elle n'est pas indiquée, ils vont répondre selon la loi. Mais dans l'absence des contrôles de qualité qui ont toujours été possibles pour les autres médicaments, pour les produits alimentaires, etc., comment peut-on dire que ces doses sont régulières, qui sont sûres? En effet, en Japon, on a vu qu'il y a été un cas de retraite de 2 millions de doses de vaccins Moderna après que les laboratoires du Japon les ont examinés et ont retrouvé des éléments contaminants dans les vaccins, saignement métalliques, des substances métalliques. Et ils ont retiré 2 millions de doses parce qu'elles n'étaient pas sûres pour la santé. Alors, en Europe, qui est-ce qui garantit la santé des citoyens en face de ce risque? Personne. On n'a jamais reçu l'autorisation à examiner les doses et les flacons. Et cela, même si les autorités sanitaires centrales du pays, du gouvernement, ont demandé l'autorisation. Elles ont reçu une réponse négative. Mais alors là, on va vous dire que c'est des mesures d'urgence, que c'est des mesures en situation de guerre, hein, comme a dit Emmanuel Macron, en France, dans notre pays. Est-ce que ces mesures d'urgence justifient? Non, cela n'est pas possible parce qu'il n'y a aucune raison d'urgence qui peut aller au-delà de la nécessité d'assurer la santé des personnes et la sûreté des vaccins. Parce que, bien sûr, l'examen des flacons n'apporte aucun retard dans la campagne vaccinale. Elle donnerait seulement plus de sûreté. Elle serait très importante pour résoudre le problème de l'absence de confiance des citoyens dans les vaccins. La transparence, c'est la première chose. Donc alors, si on va dans votre sens, à vous deux, sur tout ce qu'on vient d'aborder, est-ce que cette irresponsabilité, c'est quoi? C'est de la malhonnêteté intellectuelle de la part des politiques? C'est de la faiblesse intellectuelle? Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas la réponse à cette question. Je pense que la réponse devrait être donnée par le gouvernement. Ce sont les gouvernements qui devraient dire pourquoi ils ne donnent pas cette information tellement importante. Pourquoi ils ne garantissent pas aux citoyennes des produits sûrs après une certification indépendante? Pourquoi les citoyens doivent confier dans les producteurs uniquement? Ce n'est pas la science. La science a le droit d'examiner, de vérifier, de contrôler. Alors, où est-ce la science? Donc là, vous appelez Emmanuel Macron et à venir à dire son prochain discours, c'est pourquoi est-ce qu'il y a ces autorisations? Pourquoi est-ce qu'il y a ces contrats-là? Je ne dirais pas que Emmanuel Macron. Nous, on est au Parlement européen. Comme je l'ai dit pour commencer, c'est la Commission qui a fait ces achats. C'est donc à la Commission aujourd'hui de renégocier ces contrats. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez donc le PDG de Pfizer qui déjà sait aujourd'hui qu'il va produire 4 milliards de doses, ne sachant toujours pas, nous, aujourd'hui, combien ils ont acheté ces doses, pour quel était et toujours
le même problème sur les clauses de responsabilité. Moi, ça me pose problème de savoir qu'en même temps, avec effectivement cette pandémie, en fait l'épidémie qui repart parce que c'est aussi l'hiver et que forcément il va y avoir un petit peu, il va y avoir toute cette communication autour de la vaccination. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'en même temps, il y a le PDG qui annonce son chiffre d'affaires et que son objectif, c'est de passer de 34 milliards d'euros à 36 milliards. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'on annonce qu'aujourd'hui, par seconde, ces laboratoires se font $1000. Donc moi, voilà. C'est indécent Ouais, pour c'est vous assez. Je trouve que c'est indécent parce qu'on joue pas avec la santé des gens. Moi, encore une Ils jouent fois, avec la santé des gens aujourd'hui. j'en sais rien. S'ils jouent, en tout cas, je trouve assez cynique, très cynique, d'annoncer ces chiffres d'affaires en même temps qu'on repart sur encore une période assez difficile. Et du coup, je trouve ça cynique, voire comme le fait que Madame von der Leyen aille à Washington remettre un prix du meilleur businessman. Ça aurait été un prix de recherche, d'innovation, par rapport à la médecine, par rapport à la science. Non, là, on revient. Donc, du coup, c'est pour ça que toute cette ambiance pose question, ce problème de transparence, parce que on est tous, on a 1000 raisons de se faire vacciner, comme on a 1000 raisons de ne pas se faire vacciner. Et on a besoin, nous ici, vous êtes ici au Parlement, à Bruxelles, tout vient de Bruxelles, que ça soit ce pass sanitaire, comme ces vaccins, c'est ici, il devrait y avoir des règles de base. Respect de la démocratie, c'est-à-dire que quand je dépose une résolution, on débatte du sujet et pas que tout de suite on la mette à la poubelle. C'est ça qui se passe aujourd'hui au Parlement ? Oui, c'est ça qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle pas des sujets, on les enterre. Aujourd'hui, la semaine prochaine, 2 sujets très intéressants sur le vaccin où on apprend que effectivement, là aussi, pour moi, c'est scandaleux ce qui va se jouer la semaine prochaine. Et là, on n'entend plus personne. La semaine prochaine va être votée au nom d'un énième rapport sur le projet de budget rectificatif. Tout le stock de vaccins AstraZeneca, on va le donner en Afrique. Parce que, bon, voilà, il sert pas trop aux Européens, donc on va refourguer le stock en Afrique. Déjà, ça, moi, je trouve ça très choquant, sur le fond comme sur la forme. Secondo, un deuxième rapport qu'on aurait dû voir il y a 2 mois, où là, on apprend, et le rapport n'est toujours pas en ligne, donc on peut même pas le travailler, parce que le sujet, c'est quand même travailler ces sujets en amont pour pouvoir après faire un débat objectif et intéressant pour nous comme pour les citoyens. Et donc, le deuxième rapport, il est quand même assez révélateur du rôle du Parlement. C'est pour ça que c'est très important d'être ici avec nous. Et je pense qu'il faudra revenir plus souvent. Parce que, écoutez-moi le rapport. Quand vous voyez que ce qui va être mis au débat, c'est le rôle de l'Union européenne dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. 2 petits points. Comment vacciner le monde ? On en est là. On en est là. Donc, pour moi, c'est très important et de débattre de ce sujet ici et d'avoir des députés comme nous, comme vous l'avez dit, d'étiquettes différentes. Parce qu'encore une fois, pour moi, et c'est ma boussole, c'est la santé. La santé, on ne joue pas à la santé. Que du coup, on fait cet entretien, mais dans le cadre de plusieurs autres. On va profiter de cette journée pour faire beaucoup d'entretiens avec différents députés de avec différents. Robrousse. Voilà. Pas citer tous les noms tout de suite, mais on verra après. Oui, donc pardon. Oui, non, mais c'est important que vous voyez aussi d'autres députés, parce qu'effectivement, les autres députés ont aussi ils appréhendent le sujet différemment, parce qu'ils ont aussi le vécu de leur État, donc ils pourront vous donner leur propre témoignage. Et c'est vrai qu'il y a un autre sujet, donc on a parlé des contrats, mais il y a aussi aujourd'hui au Parlement, c'est quand même le Parlement qui a mis en place, comme ça, le pass sanitaire obligatoire pour les députés et pour son personnel. C'est la seule institution publique qui oblige ses députés à avoir un pass sanitaire. En France, ça n'existe pas. Au Parlement, ça n'a pas été mis en place. Au Sénat non plus. Aucune assemblée représentative. En Lettonie, ça a été fait là, dernièrement. Oui, alors après, ça, c'est les extrêmes. Hein. Mais alors là, maintenant, on a ouvert la boîte de Pandore. Hein. Alors là, aujourd'hui, c'est vrai que tous les jours... L'Autriche aussi, c'est la boîte de Pandore. Là, pareil, oui, où on fait la ségrégation, vaccinés, non vaccinés. Alors, ils ont le droit d'aller faire leurs courses, mais pas d'acheter des cadeaux de Noël. Ils ont le droit d'aller faire du sport, mais pas d'aller travailler. Enfin moi, là, j'ai l'impression d'être dans un film. Hein. On pourrait encore en développer effectivement avec cette interdiction en Lettonie ou non accès au Parlement que les vaccinés. Enfin, je veux dire, ça veut dire que nous,
on ne parle plus aux gens qui aujourd'hui ne sont pas vaccinés. C'est ça le message. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Parce qu'on les représente aussi. On a un mandat électif. Peut-être que parmi les gens qui ont voté pour nous, aujourd'hui, ils sont non vaccinés. On fait quoi de ces gens-là? On leur parle plus? On les enferme? Francesca, du coup, Madame Donato, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là? Vous avez des questions aussi à poser directement, Oui, je oui, crois. oui, bien sûr. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on assiste aujourd'hui à une étonnante violation des droits humains. Et c'est le sujet d'une Une proposition. violation, pardon, vous avez dit? Des droits humains. D'accord, ouais. Et c'est le sujet d'une proposition de résolution que je vais envoyer dans le prochain jour, mettant au centre la situation italienne. Mais je vois que la situation est presque pareille dans d'autres pays européens. La raison de cette violation, c'est que les limitations des libertés individuelles, des droits fondamentaux qui sont prévus même dans la Charte européenne des droits de l'homme, n'est pas soutenue par des raisons scientifiques solides et documentées. Je vous fais des exemples. Alors, la durée des passes vertes a été établie d'une manière totalement arbitraire. Le fait qu'on a décidé de reconnaître une possibilité d'accéder au milieu le plus différent, au travail, au milieu public ou au Parlement, pour les récupérer du Covid, seulement pour 6 mois depuis qu'ils l'ont récupéré, même si les documents scientifiques ont démontré que l'immunité des récupérés dure au moins 2 années. Alors, quelle est la raison scientifique de faire une distinction, une discrimination entre les vaccinés et les non-vaccinés qui ont récupéré et qui sont immunes certifiés, en imposant seulement aux personnes qui n'ont pas eu la vaccination la nécessité de faire des tests presque tous les jours pour pouvoir travailler, avoir une vie sociale complète, etc. Même pour les étudiants en Italie, même les étudiants de l'université sont obligés à montrer les passes sanitaires. Alors, c'est la première question. La seconde question, c'est, on a appris que les vaccins ont une durée de protection qui est au maximum de 6 mois, mais même moins de 6 mois. Parce qu'on a vu que beaucoup de personnes vaccinées s'infectent et peuvent être infectives pour les autres. Alors, les producteurs ont déclaré que leurs produits ont une durée d'efficace qui va de 2 mois jusqu'à 6 mois. Et encore, on a des passes verts qui donnent la possibilité d'accéder au milieu et de travailler aux personnes pendant 1 année, 12 mois. En Italie, maintenant, on va discuter de réduire la durée jusqu'à 9 mois. Mais alors, quelle est la base scientifique de cette limitation temporelle? Encore, on a décidé que la durée des tests moléculaires est supérieure à celle des tests rapides. Pourquoi? Si j'ai démontré que je ne suis pas infective aujourd'hui par un test moléculaire ou par un test rapide, pourquoi la durée de cette démonstration dure 2 jours ou 3 jours avec un test moléculaire et 2 jours ou 1 jour avec le test rapide? Comme ils appliquent ici au Parlement d'ailleurs. Oui. Le test de 72 heures qui il n'y a est pas de normalement... sens, il n'y a pas Voilà. de logique. Il n'y a pas de logique. Et cela signifie qu'il n'y a plus de droits. Et c'est là, pour nous qui connaissons, moi aussi, j'ai une formation juridique, j'étais un avocat avant d'être élu au Parlement. C'est la question centrale. Si en Europe, on n'a plus des droits certains garantis aux citoyens, même dans un moment d'émergence qui va durer 2 années,
On a une émergence qui dure 2 années. En Italie, Si l'émergence, oui, si l'émergence n'est pas résolue après 2 années, cela signifie que la stratégie de contraste à la pandémie est totalement inutile. Alors, disons-le. Alors, il faut que les droits humains, les droits fondamentaux des personnes soient garantis par les institutions européennes et nationales. Parce que si on n'a pas ça, on n'est plus dans des démocraties. On n'est plus dans des républiques. Alors, merci pour cette présentation. Juste, parce qu'on va arriver vers la fin de l'entretien. On a réservé le plateau pour un moment, hein, pardon pour les téléspectateurs. On a encore beaucoup de questions. Juste, est-ce que en quelques phrases, vous pouvez expliquer comment est-ce que vous êtes juriste justement, vous n'êtes pas médecin ni l'une ni l'autre, ou infectiologue. Comment est-ce que vous en êtes venu justement à ces connaissances? Est-ce que vous avez, en tant que député, vous devez écouter les discours? Comment est-ce que ça s'est passé? D'abord peut-être Madame Geron. Bah écoutez, moi, comme j'ai une formation de juriste, effectivement, la première chose, c'est d'essayer de décortiquer un contrat. Mais la problématique, comme tout le monde le sait, c'est que la moitié du contrat est caviardé. Après, c'est vrai que c'est notre métier de recherche. C'est aussi pour ça que quand on fait des recherches, on définit un champ très large. Donc, que ça soit des rapports aussi même de l'EMA, donc c'est-à-dire c'est l'agence médicale européenne. Donc on est obligé, c'est-à-dire que ce sont des sujets qui sont trop techniques. Comme vous l'avez dit, je ne suis pas scientifique, donc je quand même me permets de lire les rapports qui sont publics et à partir de ces données, eh bien j'essaie de faire le pulse, de comprendre et après de poser des questions écrites à la Commission européenne. Mais effectivement, je ne me base que sur des sources tangibles, que ce soit des rapports de pharmacovigilance, des rapports de l'EMA. D'ailleurs, nous avons cette opportunité, nous, députés européens, de questionner directement cette agence. Et ça fait partie aussi de mes futures actions. Ces rapports sont disponibles, beaucoup de ces rapports sont disponibles au public. Alors, le contrat en question négocié, il vous donne qu'une partie parce qu'il considère qu'il y a des éléments trop, critiques, donc ils ne veulent pas le diffuser. Mais je sais que maintenant, les internautes sont beaucoup plus, réactifs et ils ont leurs sources et ils vont chercher par eux-mêmes et ils ont le contrat en intégralité. Et oui, je pousse les gens qui se posent comme moi, tout simplement, des questions, à aller sur des sites de l'ARS parce qu'ils publient quand même des fois aussi, ce sont des sources sûres. Mais après, c'est à nous de faire le pulse. En fait, c'est ça. Et toute la démarche qui est faite autour de ce travail, c'est d'aller chercher les sources, de poser des questions, comme je vous l'ai dit, poser des questions des cabinets juridiques, parce qu'effectivement, la première question quand on voit un contrat caviardé comme ceux-là, c'est de dire, mais attendez, ok, effets secondaires, qu'est-ce qui se passe? Je vais où, moi, simple citoyen? Je me retourne contre qui? Est-ce que c'est la commission? Est-ce que c'est mon médecin? Est-ce que c'est l'ARS? Est-ce que c'est l'État membre? Est-ce que c'est l'infirmière? Parce qu'apparemment, quand vous faites vacciner, vous ne signez rien. Ou alors, moi, je fais un test PCR ici, décharge, s'il y a des effets secondaires. Donc, à un moment donné, c'est toutes ces questions qu'on se pose tous. Et après, on va faire notre petite recherche. Mais il y a des données qui sont faciles d'accès, et puis d'autres, beaucoup moins. Ou alors, il y en a d'autres, j'ai vu, comme le rapport cette semaine sur l'ATI, qui a été diffusé et après a été retiré. Donc, voilà. Madame Donato, comment est-ce que vous en êtes venue à assimiler ces... Oui. Alors, dès que je suis presque la seule politique italienne qui s'est vraiment exposée clairement en posant ces questions, en disant ma contrariété aux mesures introduites par le gouvernement, et beaucoup de personnes dans le monde scientifique, des médecins, des spécialistes, m'ont contacté. Ils me contactent tous les jours et ils me donnent des informations d'une manière réservée et ils me posent des questions de leur point de vue. Ils me posent des questions comme pourquoi on n'a pas reconnu la nécessité d'une investigation immunologique pour déterminer les besoins d'une vaccination aux sujets qui ont déjà récupéré du COVID. Et encore, pour être sûr qu'il n'est pas dangereux pour eux. Et aussi, pourquoi on n'a pas
prévu un test immunologique sur les vaccinés pour avoir la certitude qu'ils ont développé l'immunité. On sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées qui n'ont pas aucune immunité. Et alors, pourquoi reconnaissons-nous à cette personne la possibilité d'avoir le Green Pass si on n'a aucune sûreté de leur immunité? C'est là la première question. Et alors, la question suivante, c'est pourquoi il y a la volonté de vacciner le monde, de vacciner tout le monde, Alors, même ceux qui n'ont pas... C'était la qui question n'ont que pas- j'allais poser. Parce Oui, que les oui, gens, quand ils commencent à faire un pas dans cette connaissance, leur question, c'est pourquoi est-ce qu'on nous ment? Pourquoi les médias, les politiques, les laboratoires pharmaceutiques? Pourquoi alors ces mensonges? Mais il y a aussi une question de volonté de vacciner les personnes qui clairement n'ont besoin de vaccins. Je pense par exemple aux enfants, aux adolescents qui ne courent aucun risque s'ils Alors, sont pourquoi? sains. Selon vous, pourquoi alors? Bah, selon moi, la raison c'est peut-être économique, peut-être politique. Pour la rentabilité dont on parlait avec les bénéfices de Pfizer alors, et- Mais ce que je vois, c'est que dans le monde où on vit maintenant, les pouvoirs législatifs, judiciaires et de gouvernement exécutif ont été remplacés par les gouvernements de la finance, de la technologie et de la communication, des médias. Alors, les sujets privés qui ont le contrôle de ces secteurs, de fait, gouvernent le monde. Ils gouvernent nos mondes. Et alors, si les gouvernements élus démocratiques n'ont plus le contrôle de la situation et ils sont contraints à suivre les demandes des environs technologiques, financiers et des médias, on n'est plus dans une démocratie. On est dans une oligarchie des privés qui décident sur nos vies. Alors, c'est une question très centrale qu'il faut poser au niveau philosophique, au niveau politique. Pour compléter à ce que dit Madame Et Donato. juste, vous allez compléter juste avant, Oui, en même d'accord. temps, il y avait en 2014, on comptait près de 7000 lobbies qui gravitaient autour de la Commission européenne et du Parlement européen. Je crois que c'est un chiffre qui n'est pas en décadence. Hein. D'accord. Et est-ce que ça répond également à ce pourquoi? Je pense qu'en partie, effectivement, En ça fait, répond. ma question, c'est est-ce que le Parlement européen aussi Ah oui, mais enfin là, on parlait du pourquoi par rapport à la campagne de vaccination. Mais la question, Oui, mais c'est aussi, c'est est-ce que. au passage, la est-ce que le question- Parlement est libre aussi? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a des palais lobbies? Eh bien, moi, je me pose la question quand je vois, je reviens encore une fois, sur le fait que Madame van der Leyen part aux États-Unis remettre un prix. Moi, ça, encore une fois, je l'ai répété 2-3 fois, c'est Vous êtes choquant. au plus près, là, dans le Parlement On y européen est. pour... Et vous verrez, ici, effectivement, il y a beaucoup de lobbyistes. Ça fait partie du métier, en fait. Ça fait partie des fonctions du Parlement. Et vous verrez, si vous avez le temps d'aller sur le site du Parlement, vous avez tout un onglet sur le référencement des lobbyistes. C'est un métier officiel, lobbyiste. C'est vrai. Et ce qui est marrant, c'est que certaines commissions travaillent directement avec des lobbyistes. Donc ça, effectivement, ça fait partie du job. Maintenant, pour votre question sur c'est quoi la stratégie du Parlement européen concernant la question c'est pourquoi on veut vacciner tout le monde? Mais moi, je me pose aussi cette question quand je vois et j'ai été choquée de voir cette question en débat sur comment vacciner le monde. Est-ce que c'est le rôle du Parlement européen de se poser cette question? Pardonnez-moi Oui. si je vous Non, mais c'est interromps. complété. N'oublions pas qu'avec l'argent public, la Commission a décidé de financer, de payer la recherche sur les vaccins Ouais. qui, après, n'ont pas été donnés pour la disponibilité à tout le monde gratuitement. Bien sûr. Ils sont vendus avec des profits
énorme. Et pour compléter, on a posé la question à la Commission parce qu'effectivement, il y a eu des échanges d'SMS entre Madame van der Leyen et le président du PDG. Donc, c'est une question qui est entre les mains de la médiatrice, puisque nous avons une médiatrice, parce qu'effectivement, encore une fois, ce manque de transparence, ce principe de précaution finalement qui n'est pas mise en place par rapport à ces contrats, le fait que la démocratie ne soit pas respectée, puisque comme l'a dit Francesca, les droits de l'homme sont aujourd'hui sont bafoués, ne sont plus garantis. Donc quand déjà vous avez tous ces piliers qui sont quand même fondamentaux ici au Parlement, ça pose question et ça renforce aussi notre activité d'alerter nos concitoyens, puisque le Parlement n'existe que grâce à nos citoyens. Je veux dire, on a un mandat. On parle des concitoyens, mais en fait, on parle rarement d'alerter les intellectuels également de ces sujets-là. Parce que, en fait, vous dites, là, par exemple, aux philosophes, aux sociologues français ou italiens, vous leur dites, penchez-vous sur la question de la transparence. C'est primordial là-dessus. Je pense que certains l'ont déjà intégré. J'ai pas d'auteur là en tête, mais effectivement, c'est un sujet, effectivement, savoir aujourd'hui qui gouverne. Est-ce que c'est les lobbyistes? Est-ce que c'est vraiment la Commission? Mais est-ce que la Commission, qui quand même représente les États membres, est-ce que voilà, tout est lié. Maintenant, nous, finalement, on essaye de faire respecter la démocratie, mais on n'est pas entendu. Et c'est ça qui doit alerter nos concitoyens, parce qu'à un moment donné, c'est eux qui décident de continuer à faire marcher le système. Et une question un petit peu dure oui. pour la fin aussi, j'aurais pu la poser au début. Au Parlement, les députés, vous n'avez pas d'initiative, vous n'avez pas l'initiative législative. C'est quelque chose que vous décréez. C'est une question ancienne. Mais c'est une question ancienne. Ancienne. Oui. Mais là, elle se pose aujourd'hui. Parce que quel est votre rôle si vous n'avez pas l'initiative? Alors, on a plusieurs rôles qu'on doit finalement nous chercher. Alors, juste pour conclure, après je laisserai Francesca. Alors, effectivement, on nous a fait croire qu'on avait un pouvoir, le vote. Bon, effectivement, on peut, mais vote, ça veut dire que on n'a pas le choix des sujets. Sur le choix des sujets, comme moi, c'est l'exemple de ma résolution. Mais ma résolution, comme vous avez vu, elle existe, elle est sur la table, mais elle va être mise à la poubelle parce que pour le secrétariat ne l'a pas reçue ou le président de la commission, ça ne l'intéresse pas, mais elle n'est pas mise en débat auprès des 705 députés. Donc ça aussi, c'est un problème. Donc nous, notre rôle aussi, et c'est ce que je pense faire avec Francesca, c'est aussi finalement, on s'approprie le rôle de lanceur d'alerte. On est lanceur d'alerte. Les députés européens aujourd'hui sont lanceurs d'alerte. Certains veulent endosser ce rôle. Moi, je pense peut-être maintenant faire partie de cette sphère-là. Et ça me va très bien parce qu'on peut pas être dans nos bureaux, dans l'hémicycle à voter et pas à un moment donné se poser toutes ces questions que je suis sûre nos concitoyens aimeraient qu'on pose ces questions. Je suis sûre qu'ici, ils étaient à notre place, ils aimeraient faire ce que l'on fait. Donc, et aujourd'hui, et je rejoins Francesca, j'ai beaucoup de témoignages de soutien, beaucoup de témoignages où on m'envoie des rapports. J'ai des personnalités en Nouvelle-Calédonie qui s'interrogent sur la vaccination obligatoire du jour au lendemain qu'on leur impose. En Guadeloupe aussi. Donc, si vous voulez, beaucoup de personnes se posent des questions. Aujourd'hui, ils n'ont pas toutes les réponses. Et c'est vrai que là, on a ouvert cette porte avec plusieurs autres députés. Et c'est ça, la démocratie. Même question, du coup, je rappelle. Est-ce que, du coup, avec ce manque d'initiative au niveau de la législation, quel est le rôle des députés européens? Le rôle, c'est celui de vigiler, d'être toujours avec les yeux très ouverts, même pour contrôler l'utilisation qu'on fait de l'argent des Européens. Parce que, comme je disais, l'argent des Européens a été donné aux producteurs de vaccins 2 fois dans la recherche et dans l'achat des milliers et milliers de doses de vaccins pour les donner à tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a de la transparence dans cette décision? Il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas une proportionnalité entre l'effort et les résultats. Par exemple, il y a aussi d'autres vaccins qui sont qui attendent l'autorisation à l'utilisation d'émergence. Il y a le Novavax, par exemple, les vaccins à base protéique qui ont démontré d'être bien plus sûrs et très efficaces contre le Covid,
qui on a présenté la demande au début de 2021 et il n'a encore pas reçu la réponse. Pourquoi? Pourquoi si longtemps? Parce qu'ils ne sont pas Pfizer, ils ne sont pas Moderna. Alors, toutes ces questions qui n'ont pas de réponse doivent trouver une réponse. On est là pour poser des questions, pour demander tous les jours ces réponses et pour alerter les citoyens qu'il y a un gros déficit de démocratie aujourd'hui en Europe et qu'il faut intervenir à tous les niveaux, au niveau judiciaire, au niveau politique, au niveau sanitaire, pour mettre fin à cette situation qui n'est pas normale. Donc par rapport à ce que vous dites là, la question qui vient derrière, c'est la question de la souveraineté qui est notamment en France et avec le Rassemblement national encore plus. En France, on parle beaucoup du problème de souveraineté de la France face justement à l'Union européenne. Est-ce que aujourd'hui, ce qu'il se passe là, et vous décriez ce manque de démocratie, est-ce que ça sert? Est-ce que les pays sont captifs finalement de l'Union européenne? Quel constat est-ce que l'on fait? Sur cette On parle quand même de plus de démocratie. Et c'est de la part d'une députée européenne. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est la mesure d'urgence qui a fait qu'il n'y a plus de respect de l'état de droit. Donc, effectivement, la souveraineté... La question, c'est est-ce qu'il faut casser l'Union européenne? Est-ce que l'Union européenne sert encore le peuple? Et nous, alors je dis pas qu'il faut casser, il faut reconstruire. Est-ce qu'il faut casser pour reconstruire? Je pense que il y a des choses à casser, oui, effectivement, cette commission qui a trop de pouvoir et qui ignore finalement le Parlement, parce que c'est ça concrètement. Et donc, comme nous, c'était notre projet, nous, on veut pas casser l'Europe. On dit que c'est un bel outil, mais il faut que ça serve nos concitoyens. Il faut pas que ça serve la Commission et cette élite qui est finalement déconnectée de la réalité. Alors, encore une fois, l'image de von der Leyen en tenue de soirée à Washington. Donc non, il faut pas casser, il faut reconstruire. Et nous, c'est notre, parce il faut qu'on coopère entre États membres. Il faut que quand il y a des bonnes idées, et c'est ça tout l'objet de nous, en tout cas notre parti, c'est la coopération. Et c'est pas la sanction, comme là l'exemple avec la Commission qui décide de sanctionner la Pologne ou la Hongrie parce qu'elle considère qu'idéologiquement, ça rentre pas dans les valeurs européennes. Mais c'est quoi les valeurs européennes? C'est-à-dire qu'il faut respecter chaque État membre, que ce soit dans la gestion de l'état d'urgence, qu'on considère être un état d'urgence pour notre propre pays. Et moi, je reviens juste, et ça va être pour terminer sur cette résolution des effets secondaires, et c'est le fait qu'il y ait quand même des vrais faits. Il y a du factuel, il y a des malaises cardiaques, et là, j'ai trouvé encore, j'ouvre à peine le journal que je tombe sur des faits. Donc, il y a du factuel. Il y a un moment donné, il faut se poser des questions, il faut trouver des réponses parce qu'effectivement, oui, il faut gérer le Covid, mais il faut aussi gérer et surtout prévenir les effets secondaires. Mais je vois un grand manque de cohérence dans les décisions prises par la Commission, mais même par le Parlement, à l'inverse des États membres. Si l'Union européenne a le rôle de garantir le respect des droits humains, le respect des droits fondamentaux, l'équilibre, la démocratie, etc., bienvenue en contrôle, bienvenue des initiatives aussi fortes envers les États membres qui ne respectent pas ces valeurs. Mais s'il y a un rôle si important dans la Commission et dans le Parlement, pourquoi ne l'exerce-t-il envers les pays qui sont coupables de ces violations, comme l'Italie et comme la France et comme l'Autriche, qui vont faire des discriminations évidentes, qui ne respectent pas les principes d'égalité, qui est un des fondamentaux principes de la France et de toutes les démocraties. Alors, cette différence, cette incohérence dénonce qu'il n'y a pas un vrai respect des rôles, un vrai respect de l'importance de l'Union européenne, de son rôle. Alors, la souveraineté est reconnue seulement aux États qui font ce que les lobbies veulent. Et la même Commission, le même Parlement font ce que les lobbies demandent. Voilà. Il n'y a plus de contact entre les électeurs et les élus au Parlement et entre les États membres qui ont été représentés
par les électeurs et qui sont dans les conseils et les décisions qui sont prises. Alors, qui est-ce qui représente les Européens aujourd'hui? Personne. Ouais. Seulement très peu de politiciens, très peu de députés élus qui ont encore le courage et l'hasard de dire ce que les citoyens veulent et que les citoyens demandent. Cela, c'est étonnant. Et si on voit que cette situation est présente aussi à l'étranger, aussi dans les États-Unis, on voit. Mais dans les États-Unis, il y a une situation meilleure parce que certains gouverneurs des États fédéraux ont dénoncé le président des États-Unis quand il a proposé l'introduction de l'obligation vaccinale pour travailler et pour vivre. Alors, là-bas, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de liberté pour les États fédéraux, plus de souveraineté, tandis que en Italie, qui n'est pas dans un État fédéral encore, parce que l'Union européenne, c'est une union, ce n'est pas une fédération d'États, il n'y a plus de souveraineté, ni même de contrôle démocratique. Ça ne marche pas. On va devoir rendre bientôt le plateau, puisqu'on nous a réservé ce plateau pour une dernière. Donc il faut le partager avec les autres journalistes. Juste rapidement, comme on l'a évoqué, vous êtes du Rassemblement national. C'est souvent les personnes du Rassemblement national ou anciennement, comme Florent Philippot par exemple, qu'on voit s'exprimer sur ces sujets-là. Mais vous dites là aujourd'hui que des députés européens viennent de différents bords, les Verts, la gauche. Parce que comme je l'ai dit, c'est un sujet qui touche la santé. Et vous travaillez avec eux, du coup, là? Oui, bien sûr. Okay. Parce que la cause, comme dit, touche la santé, touche les enfants, et ça dépasse des lignes politiques. Je crois que voilà, on parle des droits de l'homme, on parle des choses quand même qui à un moment donné nous touchent directement ou indirectement. Donc là, on n'est pas dans la posture politique. Je pense qu'il n'y a pas que effectivement de cette partie-là où il y a des réactions. Maintenant, voilà, comme l'a dit Francesca, il faut être courageux. Parce qu'effectivement, on est tout de suite attaqué ou alors dénigré. Mais le combat est noble, je trouve. Je pense que les données et les faits nous donnent raison. Et encore une fois, je pense qu'il faut, sur ce sujet, rester solidaire, courageux et aussi technique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lise les rapports. Il faut que, et je remercie encore tout le monde qui m'envoie ces rapports, ces données, parce que je les lis. Et dedans, tout est sourcé. Et c'est la base de mon travail. Tout est sourcé. Toutes les questions écrites, les résolutions, tout le travail est sourcé. On n'invente rien. C'est pas le but. C'est qu'à un moment donné, il y a beaucoup de questions. Il y a un manque de transparence. On a ce rôle-là. C'est notre travail, hein, de faire ces recherches, de poser des questions et de trouver des solutions. Les solutions, est-ce qu'aujourd'hui, c'est le tout vaccinal? Je ne suis pas sûre que ça soit la réponse adaptée. Maintenant, encore une fois, ce n'est pas mon rôle, je ne suis pas médecin, mais à partir de toutes les données qu'on m'envoie, des témoignages, et je vous remercie parce que vous faites partie des médias qui au moins donnaient la parole à tout le monde sur le sujet, j'écoute les professeurs qui viennent sur votre chaîne parce qu'effectivement, j'apprends des choses et c'est pas des personnalités qui... C'est beaucoup, des personnalités qui ont pignon sur rue, qui sont des experts. Et moi, ça m'apporte beaucoup de sources et d'inspiration pour le travail qu'on fait ici au sein du Parlement, encore une fois, qui est pour moi très importante parce que tout part de là, en fait. Merci. Virginie Joron. Merci à vous. Merci Francesca Donato. On va profiter de cette journée aussi à François, enfin au Parlement avec François pour pouvoir rencontrer le plus de députés également qui peuvent défendre l'autre discours pour comprendre également ce qu'ils peuvent. Il faut donner la parole à tout le monde, c'est le but. Donc voilà, et si vous avez apprécié cet entretien, en tout cas, vous pouvez le partager sur vos réseaux et soutenir François, qui appartient à ses lecteurs. Donc c'est françois.fr/soutien. Merci beaucoup. Alors, au revoir. Au revoir, Virginie merci. Joron. Au revoir. Au revoir. Merci encore.